Club 35, chaque mois on vous présente un classique du cinéma, la plupart du temps en copie 35 mm, c'est le cas ce soir. C'est un film d'un petit jeune de 25 ans qui fait son premier film. Et pour présenter ce film, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir nos amis Fabrice Duels, cinéaste, scénariste, bonsoir, cinéphile, et Jean-Pierre Versker, historien des techniques du cinéma. Alors, on n'est pas à l'avance, donc on n'est pas en avance, donc je vais tout de suite te passer la parole. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut dire de Citizen Kane ? D'abord, on est en joie. On est vraiment en joie de vous voir aussi nombreux. C'est assez exceptionnel au Club 35. Avant de vous parler du film, j'aimerais savoir qui n'a pas encore vu. Je vois plein de jeunes gens, c'est formidable. Alors, bon, Jean-Pierre va vous raconter les spécificités techniques du film et pourquoi vous avez bien fait d'être ici, parce qu'on va voir le film comme à sa sortie à New York en 1941. Bon, comme Eric vous l'a dit, Orson Welles fait son premier film, mais il n'est pas inconnu. Il est même très, très célèbre aux États-Unis. Il a 25 ans, c'est un homme de théâtre. Il a créé sa propre compagnie, le Mercury Theatre. Et déjà dans les années 30, il monte des pièces avec forcément un engagement politique qui est très très particulier. C'est quelqu'un qui est très engagé, très à gauche. Il monte Macbeth à Harlem, à New York, avec des acteurs noirs, ce qui était absolument improbable à l'époque. Il monte quelques années plus tard Jules César de Shakespeare, qui est une version presque mussolinienne, où tous les protagonistes portent des costumes fascistes. Et surtout, c'est surtout un homme de radio exceptionnel qui va monter et adapter La Guerre des mondes de George Orwell à la radio. Et ça va prendre une ampleur absolument incroyable parce que la population américaine pense vraiment que l'Amérique est rentrée en guerre contre les aliens. Et ça va provoquer un vent de panique absolument insensé aux États-Unis. Et c'est un canular énorme. Il le dit d'ailleurs lui-même dans Fake for Fake, un film qu'il a fait plus tard. Soit j'allais en prison, soit j'allais à Hollywood. Et il est allé à Hollywood. Jean-Pierre vous le racontera. Il a contracté avec la RKO qui lui offre un contrat total. Il peut faire ce qu'il veut. Il a 25 ans. Il a le Final Cut, ce qui est impossible aux États-Unis à l'époque. Donc il se met en tête il y a des projets qui sont avortés, puis finalement il contracte Citizen Kane. On lui adoube Herman Mankiewicz. Ceux qui ont vu le film de Fincher, qui est sorti sur Netflix, pourront peut-être mettre le film mieux en perspective sur l'antagonisme qui existe entre Mankiewicz et Wells. Il y a un débat de paternité, enfin je vais la faire courte. Le film est nommé aux Oscars quelques années plus tard. Le seul Oscar que le film va remporter, c'est l'Oscar du scénario, que Mankiewicz va prendre tout seul. Il dira d'ailleurs qu'il a bien fait de le prendre tout seul, puisqu'il le recevra tout seul, mais il dira qu'il le reçoit seul, comme il a écrit le script seul. Bon, voilà, donc, tout ça, c'est la guerre un peu utérine du film. Ceci dit, le film est un chef-d'œuvre. Est un chef-d'œuvre pourquoi, en fait ? Pourquoi ce film que vous allez voir est un chef-d'œuvre ? Bon, je suis très curieux d'avoir le ressentiment des jeunes gens ici après, parce que la narration est quand même, elle est éclatée, c'est un puzzle, c'est un récit, c'est 4 récits qui sont parfois contradictoires, qui reviennent en fait sur la vie d'un homme et qui cherchent à percer le mystère de cet homme qui prononce un mot en ouverture du film, Rosebud, et on cherche à comprendre l'origine de ce mot. Donc pourquoi ce film est un chef-d'œuvre ? Alors, sachez aussi que le film en 1941 est un échec complet. Il a fallu attendre 15 ans plus tard, il a fallu attendre André Bazin, La Nouvelle Vague, pour comprendre quel grand film c'était. C'est aussi un film qui provoque des vocations. D'ailleurs, tous les cinéastes en activité dans les années 60, 70, 80 se réclament de Wells et de ce film-là. Donc c'est un film révolutionnaire. Il y en a très très peu dans l'histoire du cinéma, hein, vraiment. On peut penser à à Bout de souffle et à Massacre à la tronçonneuse. Ce sont des films qui changent complètement l'industrie et la manière de faire des films. Ça, c'en est un, probablement le plus grand. Pourquoi ? Alors, encore une fois, ce film, techniquement, est absolument époustouflant.
Encore une fois, j'incite vraiment les jeunes gens à regarder la technique du film. C'est un film qui est articulé de longs plans séquences, de fondus enchaînés absolument incroyables, et qui se concentre sur une technique très particulière qui est le deep focus. Le deep focus, c'est une focale courte, mais qui permet énormément de profondeur de champ. Le chef opérateur, Greg Tolan, qui va être une pièce maîtresse du film, a beaucoup expérimenté le deep focus avec William Wyler et va le refaire après ce film, sur un film de Wyler toujours, qui est The Best Year of Our Life, qui est un film très important. Et vous allez voir que le film ici, donc, il est composé de plans séquences, mais surtout ce sont des plans qui sont en mouvement. C'est la première fois peut-être que le cinéma américain se met en mouvement. En titre de comparaison, vous pouvez voir Casablanca, qui est fait la même année, ou de Curtis, ou le film de Ford, Les raisins en colère, les raisins de la colère. Pardon, les raisins de la colère. Ou alors le film de Capra, A Wonderful Life. Tout ça est statique. Tout ça est statique, vraiment. Et pardon, j'ai un peu la bouche sèche. Donc ce film permet en tout cas une révolution technique. Il prend l'espace, le film est absolument composé, donc on est bien dans l'histoire d'un homme, donc on cherche le mystère de cet homme, et la technique en fait va épouser le fond. Et le fond réépouse la forme. C'est-à-dire que c'est une entité absolument parfaite entre le fond et la forme, qui va jusqu'à une conclusion, et qui met en perspective en fait donc l'histoire d'un homme, mais d'un type d'homme. Un type d'homme que produit en chaîne l'Amérique de ces années-là, et d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est encore moderne, c'est-à-dire sont des gens qui sont fascinés par la réussite sociale, qui vont faire tout pour réussir socialement, simplement pour espérer être heureux, pour avoir l'illusion et s'acheter le bonheur. Sauf que quand ils se rendent compte que malheureusement, heureux ils ne seront pas, la désillusion devient très, très, très amère. Et bien, ce film contracte tout ça. Il contracte beaucoup, beaucoup de choses encore. Je vais m'arrêter là parce que Jean-Pierre a beaucoup de choses à vous dire sur la technique. Mais c'est vraiment un film qui mérite toute votre attention parce que, encore une fois, vous verrez, la narration, aujourd'hui, on a vu et revu ça. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu éculé. Encore que c'est un puzzle, un puzzle où on recherche la pièce manquante. Vous l'aurez à la fin, mais focalisez-vous, s'il vous plaît, principalement les jeunes gens, enfin les gens en tout cas qui découvrent le film, sur le procédé, l'articulation cinématographique de ce film, ce qui en fait un chef-d'œuvre intemporel qui conjugue le réalisme, l'expressionnisme, on n'est pas loin de Lang et de l'expressionnisme allemand, le poétique et beaucoup d'autres choses encore, et le théâtral, parce que c'est vraiment articulé d'une manière très théâtrale et assez baroque. J'en dis pas plus, je laisse la parole à mon camarade Jean-Pierre. Ben merci. Merci. Mais tu nous donnes vraiment envie de voir le film. Et on parle beaucoup de ce film dans la littérature. Et donc, si vous avez envie de faire des recherches sur Internet, vous allez trouver beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Vous allez découvrir une quantité de détails, parce que c'est un film impossible à présenter en quelques minutes. Et vous connaissez la particularité du Club 35, c'est-à-dire que l'on va vous montrer un film dans sa forme originelle. Eh bien, la forme originelle de Citizen Kane est extraordinairement rare. La forme originelle de Citizen Kane concerne essentiellement le procédé sonore qui a été utilisé pour la production. Ah, ça marchait pas? Le procédé sonore. Voilà. Procédé. Oui. Alors donc, la particularité de ce film, c'est un procédé sonore tout à fait particulier. Ça marche pas? Ça siffle un peu. Bon, je peux peut-être parler comme ça, non? Riez parce que le film n'est pas si drôle. Et donc, la particularité... Tu dis? Tiens, prends le mien. Essaye. Ouais, ça, c'est un effet Larsen. C'est peut-être la cause des haut-parleurs supplémentaires sur scène. Bon. Ça marche? Ouais. Ok, ça a l'air d'aller très fort.
Mais bon, allez, je vais accélérer les choses. Donc la particularité du Club 35, c'est redécouvrir les grands classiques du cinéma dans leur forme originelle. Pour cela, il faut des procédés spéciaux. Je vais vous en toucher un mot dans quelques instants. Il faut une copie 35 mm spéciale. C'est l'occasion de remercier Ariana Tursi de la Cinémathèque Royale qui met sa copie à notre disposition. Je ne sais pas où elle est, mais bon. En tout cas, merci pour cette collaboration, sans quoi on n'aurait pas pu vous montrer Citizen Kane. Mais moi, je pense que si la salle est pleine aujourd'hui, c'est parce que nous avons attissé votre curiosité. Voir Citizen Kane, ce n'est pas difficile. On peut louer le DVD, c'est un film qui est régulièrement projeté, mais jamais comme ce soir. Pour vous donner une explication à cela, je voudrais, en quelques mots, revenir lors de l'avènement du parlant. Je suis désolé, je suis obligé. Eh bien, lors de l'avènement du parlant, les brevets, les inventions étaient entre les mains des grandes compagnies de l'électricité qui s'étaient réunies sous forme de trusts. Un des trusts les plus importants, c'est la TTC, l'American Telegraph and Telephone Company, c'est la Bell Telephone et la Western Electric. Ce trust possédait suffisamment de brevets et d'inventions que pour commercialiser un système qui serait adaptable dans toutes les salles. Ce trust met au point le Vitaphone pour la Warner, le Movietone pour la Fox et un système qui s'appelle Western Electric pour toutes les autres majors. Je dis bien pour toutes les autres majors. Ça veut dire que la Western Electric avait monopolisé le cinéma parlant en 1927. Qu'en est-il d'un autre trust important ? Celui constitué de la Westinghouse, de la General Electric et de la RCA, Radio Corporation of America. Et ce deuxième trust avait mis au point un système beaucoup plus performant. Vous allez comprendre pourquoi je suis obligé de vous dire ça. Et donc ce deuxième trust, notamment la RCA, avait mis au point un système beaucoup plus performant que l'autre. Mais toutes les majors avaient signé des contrats d'exclusivité. Ils ne pouvaient donc pas commercialiser leur invention. C'est alors que le directeur de la RCA décide d'acquérir la Film Booking Office et le groupe de salles Kate Orpheum, KO. La contraction d'RCA de Kate Orpheum fait RKO. Voilà l'origine de cette nouvelle majors. L'avantage de cette nouvelle majors, c'est qu'elle est directement liée à une compagnie de l'électricité, puisque c'est la RCA qui dirige la RKO. Conclusion, étant donné que leur invention est supérieure aux autres, les inventions qui ont permis au cinéma d'évoluer qualitativement viennent de la RCA. Et à la RKO, on va voir dans l'histoire du cinéma les premiers films en haute fidélité, en 1935 déjà, les premiers films avec un son stéréophonique haute fidélité qui avaient été mis au point pour le film Fantasia de Walt Disney, puisque tous les Walt Disney sont distribués par RKO. Et c'est à ce moment-là qu'Orson Welles choisit la RKO. Parce que la RKO, comme tu l'as dit, lui donne beaucoup de facilités, lui donne une carte blanche et met tous les moyens disponibles à sa disposition, notamment l'utilisation de très courtes focales et d'une incroyable quantité d'effets spéciaux. J'ai lu que la moitié des plans étaient truqués. Bon, je ne suis pas si sûr que ça, mais on peut croire les historiens. Et par rapport au son, et ce sera la particularité de cette soirée, la RCA met au point un système qui va intensifier le climat dramatique du film d'Orson Welles comme aucun autre procédé n'était en mesure de le faire en 1940. Ce procédé consiste à enregistrer 2 pistes optiques, une piste optique sur le film conventionnel avec un son normal, et quand Welles veut un son beaucoup plus fort, on double la piste optique. Pour cela, il faut un équipement particulier que l'on a installé pour l'occasion ici au Palace, puisque nous avons une installation, je dis nous, mais c'est toi qui as l'installation, puisque vous avez... Non, attends, c'est pas encore ça. Donc d'abord, il faut il faut pouvoir lire ce système sonore comme en 1940. Écoutez bien, il y a un problème lorsqu'on veut revoir Citizen Kane aujourd'hui. C'est que les standards de reproduction ont changé. C'est peut-être un peu lourd à entendre tout ce que je vous dis un jeudi soir, mais les standards ont changé et les conséquences des nouveaux standards d'après-guerre, c'est que l'on n'entend plus les articulations des voix. Il y a 7 décibels d'atténuation, c'est plus que le double dans les fréquences les plus importantes.
celle de l'intelligibilité de la parole, celle qui donne à la musique toute sa brillance et toute sa dynamique. Donc, trouver une copie, ce n'est pas évident. Trouver un équipement, ce n'est pas évident du tout, puisque ça ne s'est jamais fait depuis 1947. C'est la première fois que l'on va enfin découvrir le son originel. Le son originel, ça veut dire aussi un haut-parleur tout à fait particulier. Je suis obligé de vous expliquer ça, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le son que vous allez entendre dans quelques instants. Je dis, on va entendre le film dans sa forme originelle. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Moi, j'ai découvert un haut-parleur d'origine qui date de 1940, qui a été utilisé pour Fantasia, qui a été utilisé pour Citizen Kane. C'est un haut-parleur qui fait 3 mètres de hauteur, qui actuellement est dans les réserves de la Cinémathèque française. Mais avec mon fils, qui est ingénieur du son, nous l'avons modélisé. Donc nous avons étudié les caractéristiques de cet haut-parleur et nous avons tenté de reproduire le son à l'identique avec des haut-parleurs plus récents. Eh bien, ça ne marche pas si facilement que cela, modéliser un haut-parleur. Donc mon fils a dû étudier le contenu spectral d'un ensemble d'éléments. La cellule photoélectrique qui était utilisée à l'époque, les amplificateurs à lampe d'avant la guerre, que j'ai dans ma collection et qui fonctionnent dans mon laboratoire d'ailleurs. Et nous avons utilisé tout cela à la Cinémathèque française, dans leur grande salle, et mon fils a modélisé cela. Ça veut dire qu'à un moment donné, avec les haut-parleurs d'écran qui sont à la Cinémathèque, mais qui sont les mêmes qu'ici, avec des haut-parleurs qu'on a dû ajouter, les 2 voix du théâtre que vous voyez là-bas, à ma droite, avec cet ensemble de haut-parleurs, on a pu recréer le son exact de 1941, au point qu'à un moment donné, lorsque l'on a fait les essais à Paris, on ne savait plus quel haut-parleur fonctionnait. Est-ce que c'était le Vitaphone d'origine ou est-ce que c'était notre simulation? Eh bien, puisque le son était rigoureusement identique, nous avons amené le même équipement ici, sur scène, et vous allez entendre le son exactement comme en 1941. Moi, je pense que j'ai encore une dernière chose à dire. Je parle au niveau sonore. Attends, non. Mais les applaudissements, c'est pour Eric, parce que sinon, ça ne se ferait pas. Voilà. C'est la première fois de ma vie, ça fait 50 ans que je connais cette histoire. C'est la première fois de ma vie que, enfin, en Belgique, je puisse faire cela. Un problème quand même. Il y a une autre caractéristique, c'est que sur les amorces d'origine du film, il y a une indication. Projectionniste, please raise the level by 6 dB. Projectionniste, s'il vous plaît, élevez le niveau de 6 dB. C'est le double 6 décibels. Ça veut dire qu'en cabine, après tous les paramètres dont je viens de vous parler, il faut doubler le volume sonore. Ça, c'est compliqué. Car quel était le niveau normal d'une salle en 1941? Difficile à dire. Aujourd'hui, ça va toujours très très fort. Mais en 1941, eh bien, le niveau n'était pas si élevé que cela. Et ça ne plaisait pas à Welles, évidemment. Comment voulez-vous intensifier un climat dramatique si le son n'est pas puissant? Vous allez découvrir aujourd'hui un son, celui que Welles voulait, et vous allez vous rendre compte de l'importance du niveau sonore pour la compréhension de l'œuvre de Welles. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous ratez si vous n'avez pas cet équipement. Eh bien, je pense que je serai dans la salle pour contrôler le niveau sonore. Oui, parce qu'il y a une dizaine de séquences dans le film où le niveau est relativement important. Eh bien, j'ai vraiment envie de respecter ça. Tant pis, il y aura probablement 2-3 plaintes, mais je préfère... Voilà. Oui, ils sont d'accord. Ben, c'est tout, j'arrête. Bon, il est temps de voir le film, non? Ouais. Juste une chose avant, puisque vous êtes nombreux, le prochain Club 35, ce sera le 26 décembre, ce sera Batman de Tim Burton. Et comme vous êtes nombreux aussi aujourd'hui qu'on a refusé du monde, on va rejouer ce film, je ne sais pas encore la date, mais on le rejouera, Citizen Kane. Donc si vous aimez, vous revenez, si vous l'aimez vraiment beaucoup. Et ceux qui ne sont pas là, dites-leur si vous les connaissez. Voilà, merci beaucoup d'être là. Merci Jean-Pierre, merci Fabrice. Merci. Bon film.